Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Retour sur la masterclass de Xavi contre Bilbao. Analyse, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Le Barça remporte 4-0 ce choc, on va dire, hein, ce petit choc contre Bilbao. Cette victoire, pour moi, elle est à mettre au crédit, on va dire, de Xavi, avant tout, évidemment. Hein, quand un coach ne réussit pas et fait des mauvais choix, on peut le critiquer, mais quand un coach fait les bons choix, surprend avec sa tactique et son système mis en place et déjoue les plans de l'adversaire, il faut aussi l'applaudir, un minimum. Donc, il a sorti un système qui a surpris Valverde, hein, il s'attendait pas à ça, tout simplement. Il l'a dit en conférence de presse, d'ailleurs, après le match, Valverde, Xavi m'a surpris à mettre 4 milieux comme ça, je ne m'attendais pas à ça et voilà. Donc ce système a fait qu'on les a dominés du début à la fin, tout simplement. Évidemment Dembélé aussi est à mettre au crédit de cette victoire avec son but et ses 3 passes décisives, évidemment impliqué sur tous les buts, donc voilà. Je suis content, il a joué un football plus simple, tout simplement plus direct aussi, avec beaucoup de jeux en une touche vers l'avant, des passes intéressantes au service du collectif, des dribbles au service du collectif aussi, tout simplement, et ça fait toute la différence, hein. Alors évidemment, je reste quand même assez surpris encore de voir des critiques et même des Xavi out, des hashtags Xavi out sur Twitter par exemple. Enfin surpris, vous me direz plus rien ne m'étonne les amis, mais quand même. On passe quand même une bonne semaine avec 2 victoires à la clé dans des gros matchs, hein, Villarreal et Bilbao, des victoires où on met 7 buts et on prend aucun but, mais on vient se plaindre encore. On vient encore se plaindre de Xavi, du jeu, de je ne sais quoi, principalement de Xavi quand même, qui met Busquets. Voilà, ça c'était le problème, il a mis Busquets. Alors là c'est le grand scandale. Il a mis Pedri, moi c'est ce que j'ai entendu. Comme quoi, il a mis Pedri ailier juste pour mettre Busquets. Alors est-ce que c'est marrant cette histoire? Je vous avoue que voilà, moi j'en rigole encore un petit peu, mais franchement c'est plus trop marrant. C'est plus trop marrant. Comme dit, je vais dire la même chose que Tourelle les gars. Je suis fatigué. Et je suis fatigué, ben oui. Franchement, je suis fatigué. Ça me fatigue d'entendre toujours des critiques. Franchement, comme je l'ai dit, hein, souvent les gars, quand on voit un match, quand on voit un système mis en place, tout ça, une animation, le mieux c'est de réfléchir. Voilà, de réfléchir pourquoi Xavi a fait ces choix-là. Il faut avoir une réflexion un peu poussée, de footballistiquement en parlant, hein, je parle pas de... Voilà, parce qu'il y a des critiques même sans même regarder le match, avant que le match commence, il faut se poser des questions. Ne me parlez pas de racisme ou de je ne sais quoi, de Xavi, Timé Busquets, catalan, raciste, frère, c'est bon. Arrêtons, réfléchissons légèrement, un tout petit peu. On va réfléchir de façon intelligente et surtout en rapport avec le football principalement. Pourquoi Xavi choisit ces hommes-là? On sait que Xavi, il aime bien jouer dans un système assez offensif. Même quand on joue en 4-3-3, les gars, moi j'en parle souvent dans mes vidéos, je ne sais pas si tout le monde me suit depuis un moment, mais j'en parle souvent dans les vidéos. On joue avec une équipe assez hybride, dans le sens où on démarre en 4-3-3 en phase défensive. Quand on défend, on est en 4-3-3, voire des fois en 4-4-2. Mais après, offensivement, l'équipe, elle n'a plus rien d'un 4-3-3. On voit souvent l'ailier qui peut être Ansu Fati ou Ferran Torres, par exemple, contre Villarreal, qui rentrait dans l'axe. On avait Ansu Fati qui rentrait vachement dans l'axe et qui formait un duo, on va dire, avec Lewandowski. Ça bougeait pas mal, mais voilà, c'était ça. Avec un Ferran Torres qui collait un peu la ligne sur le côté droit, comme on peut le voir avec Dembélé. Et un latéral gauche, la dernière fois contre Villarreal, c'était Jordi Alba. Là, cette fois-ci, c'était Baldé, qui monte et qui prend le couloir. Et donc souvent, on ne joue pas en 4-3-3, les gars. Il faut pas se fier à ce système-là. Ok, on voit dès le début du match, on joue en 4-3-3 avec ces joueurs-là. Ce qui compte, les gars, moi je le répète, c'est l'animation. C'est comment cette équipe-là elle joue, comment les joueurs se déplacent sur le terrain. Donc ce qu'on voit depuis le début de saison avec Xavi, c'est une équipe qui joue très offensivement, comme je le disais, qui joue des fois en 3-4-3, des fois même en 2-3-3-2 ou je ne sais quoi. Genre c'est des formations assez spéciales, mais bref, on joue avec 2 défenseurs centraux. Contre Villarreal, on avait 2 défenseurs centraux et le reste était quand même assez haut. Voilà, je ne vais pas revenir sur la compo, je l'ai plus trop en tête contre Villarreal, mais là, contre Bilbao, c'était simple, c'était très simple. On jouait de temps en temps. Ça dépendait en fait, mais de temps en temps on avait peut-être Roberto qui jouait un peu plus bas, même si c'est arrivé très, très rarement parce que Roberto s'est souvent projeté, mais on avait Koundé en défense avec Eric Garcia et de temps en temps Busquets
qui restait en défense ou un peu plus bas, on va dire, à côté de cette défense, ou des fois un Frenchie qui redescendait aussi bas pour aider à la construction, tout ça. On avait un Baldé qui montait très haut dans le couloir, et du coup un Pedri, au lieu qu'il fasse comme Ansu Fati contre Villarreal, où il rentrait dans l'axe et qu'il jouait en deuxième attaquant, cette fois-ci, on avait un milieu à 4, avec des milieux intérieurs qui montaient vachement dans les demi-espaces, entre l'ailier et l'attaquant. De toute façon, tout à l'heure, les gars, je vais vous montrer toute l'animation un peu et les placements des joueurs en image. Donc ça choque personne quand c'est un ailier, on va dire, qui rentre dans l'axe en deuxième attaquant, mais dès que c'est Pedri qui est, on va dire, placé en ailier en phase défensive, et qui rentre au milieu pour former un milieu à 4, là, d'un coup, tout le monde est choqué. Alors pourquoi c'est quoi la différence, les gars? C'est quoi la différence? Alors, beaucoup s'offusquent, genre Pedri ne peut pas, Pedri a joué ailier, tout ça. Moi-même, dans l'après-match, j'ai dit Pedri dans cette position, il n'était pas forcément très chaud dans ce match-là. Mais en soi, quand j'ai revu le match ce matin, non, genre, il est quasiment tout le temps au milieu de terrain, Pedri. Pour moi, si Pedri ne sort pas un match exceptionnel, on va dire, c'est que tout simplement il est cramé. Et c'est là que je vais me plaindre, on va dire, de Xavi, c'est que j'aurais préféré voir à la limite Ferran Torres. C'est ce que je crois, c'est ce que j'avais mis peut-être dans ma compo d'avant-match. Mais j'aurais préféré voir un Ferran Torres qui rentre à la limite comme au milieu, comme on a vu contre la Real Sociedad en début de saison. C'était le même système, c'était exactement pareil. J'en parle tout à l'heure après, mais je vous montrerai. Mais c'est exactement le même système qu'on a vu contre la Real Sociedad en début de saison. Sauf que là, la différence, c'est qu'on a vu Busquets à la place de Pedri qui jouait à côté de Frenkie, et à la place de Ferran Torres qui jouait haut, on avait Pedri qui rentrait au milieu. Donc quand j'entends que Xavi met Pedri ailier parce que absolument pour mettre Busquets dans l'axe, les gars, déjà c'est faux. Parce que Pedri jouait la plupart du temps au milieu, comme je l'ai dit, et pas ailier. J'ai entendu aussi que Xavi avait mis Busquets parce que juste pour emmerder Frenkie, ou j'en sais rien, pour faire genre non, c'est moi qui décide, et Busquets est en 6, et Frenkie n'est pas en 6. Absolument pas, non plus. Donc on entend aussi souvent beaucoup de critiques sur Xavi, comme quoi Xavi est trop limité au niveau de la tactique, parce que je ne suis pas d'accord avec ça. Le jeu du Barça est trop prévisible, tout ça, et quand on sort un match comme ça, où Xavi sort une tactique qui n'est pas limitée, et qui n'est avec un jeu qui n'est pas prévisible du coup, et que sa tactique surprend même l'adversaire, qui l'avoue après le match, même à ce moment-là, on entend quand même des supporters qui sont pas contents. Alors j'arrive pas à saisir le concept. Par contre, ce qu'on n'a pas entendu, les gars, et moi c'est ce que je retiens principalement en fait, bizarrement, mais je sais pas, c'est mon avis, peut-être qu'on n'est pas tous du même avis, mais ça je ne l'ai pas vu, par contre, sur les réseaux ou dans les commentaires ou partout. En fait, c'est que on a mis Busquets pour mettre Frenkie dans les meilleures conditions. Et ça, pour moi, c'est le cas. Je dis pas que Xavi a mis exprès Busquets pour mettre Frenkie dans les meilleures conditions, mais je dis que le fait qu'il y ait Busquets sur le terrain comme ça en double pivot avec Frenkie, ça a mis Frenkie dans les meilleures conditions, clairement. On va se poser des bonnes questions. Dans quel système Frenkie a été le meilleur dans sa carrière depuis qu'il joue au foot? Quelle a été la meilleure version de Frenkie de Jong? C'était évidemment, la réponse est toute trouvée, c'était à l'Ajax. À l'Ajax, on a vu la meilleure version de Frenkie qui jouait dans quel système, les amis? Dans un double pivot, au milieu de terrain. Il jouait avec, je sais plus, Sean peut-être, ou je sais plus qui jouait à côté de lui. Mais on avait un gars qui était assez fixe, on va dire, qui restait dans la zone du milieu de terrain, et un Frenkie qui redescendait vachement, aidé, des fois qui se plaçait même entre les défenseurs pour aider à la construction, des latéraux qui montent très haut, et des défenseurs centraux qui s'écartent, Frenkie qui se mettait au milieu pour venir aider donc à ressortir les ballons, ou alors un Frenkie qui se projetait souvent très haut, un Frenkie tout simplement très libre donc dans ses déplacements. Et c'est exactement le Frenkie qu'on a vu hier. Pourtant personne n'a dit non, on a mis Busquets, c'est une catastrophe, Frenkie devait jouer en 6. Les gars, Frenkie il a sorti une masterclass aussi hier. Je sais pas s'il a récupéré énormément de ballons, mais il me semble quand même qu'il en a récupéré pas mal. Il a eu une grosse activité, un gros volume de jeu. Ça l'a pas empêché, le fait qu'il y ait Busquets dans ce milieu là avec lui, ça l'a pas bloqué dans ses déplacements. Je vais le montrer en image d'ailleurs après. Donc on a vu un Frenkie qui redescendait pour aider à la construction, pour ressortir les ballons. On a vu un Frenkie qui se projetait aussi dans la surface. On avait un Frenkie qui marchait sur le milieu, un Frenkie total, j'ai envie de dire. Un joueur total, comme on le connaît en fait, comme on l'avait vu à l'Ajax. Quel est le problème là-dedans ? Il n'y en a aucun. Personne n'a dit non plus que Pedri a joué ailier juste pour pas mettre Ferran par exemple. Alors que pour moi, c'est l'argument, on va dire, principal. Moi, j'ai pas de critique envers Xavi pour cette tactique parce qu'elle a marché, les gars. Donc je vois pas pourquoi on critiquerait la tactique si elle marche. Déjà, pour moi, ça n'a pas de sens. Mais si j'ai une critique à faire envers Xavi, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ça. C'est qu'on a mis Pedri, alors que Pedri, il fallait le faire reposer. Avant le Bayern, tout ça, Pedri, on le sent qu'il est fatigué. C'est bien qu'il soit sorti à la 60e, ok. Mais dommage qu'il soit pas sorti, qu'il n'ait pas été sur le banc, en fait, au début. Moi, j'aurais mis Ferran Torres.
Je sais pas si ça aurait aussi bien marché, peut-être pas, hein, je dis pas le contraire. Mais voilà, c'est un risque que Xavi a pris. Il a voulu mettre Pedri, voilà, Pedri, ça commence, attention, parce que Pedri il commence à être un peu cramé. Donc on va passer maintenant à l'analyse des images. Donc j'ai analysé quelques actions et les buts. Donc on va le voir en image. Par exemple là, on voit Frenkie qui descend assez bas, cette fois-ci sur la gauche, mais c'était aussi parfois au centre. Hein. Je l'ai pas montré au moment où il était au centre, mais c'est arrivé aussi. Baldé donc très haut dans le couloir gauche, Dembélé dans le couloir droit, Pedri placé dans le demi-espace gauche, Gavi dans le droit, et Lewandowski dans l'axe. Pedri était bien ailier en phase défensive, comme je l'ai dit, mais la plupart du temps, il était milieu, comme d'hab en fait. Sauf que cette fois-ci, il jouait plus haut, puisqu'on avait un double pivot, Frenkie et Busquets. Donc le fait d'avoir mis Busquets avec Frenkie, ça mettait aussi dans les meilleures conditions Pedri. Mais ça, on n'a pas vu non plus. Autre action, là on va voir un peu l'animation, quand on passe du 4-3-3 défensif, on va dire, au 3-4-3. Plus ou moins 3-4-3 quoi. Baldé donc sert Garcia, Pedri est ailier gauche. Au moment où il entre dans l'axe, Baldé monte dans le couloir et Frenkie descend. Là, on va voir avec quelle facilité on se sort du pressing. Garcia tient le ballon et attend que le 10 vienne sur lui. Frenkie attire Nico Williams, ce qui a tendance à libérer aussi Baldé d'ailleurs. Busquets s'est laissé seul. Iñaki Williams a le choix d'aller presser Busquets, mais il laisserait peut-être trop le champ libre pour Koundé et ensuite Roberto et Dembélé qui sont à l'extrémité du terrain et qui ont le champ libre, on va dire. Bref, Pedri se démarque et va servir Busquets, qui était donc souvent seul. Hein. Il se retrouve donc dans une situation parfaite pour orienter le jeu, tout simplement. Voilà, ça c'est juste un exemple parfait pour montrer un peu le jeu de position au final et l'importance d'avoir des bons joueurs à la relance, mais aussi pour montrer l'animation de l'équipe et le fait que Pedri ne jouait pas ailier, effectivement. Donc sur le premier but, l'action part depuis la défense, cette fois-ci Frenkie est en 6 et c'est Busquets qui vient chercher le ballon ou attirer le joueur sur le côté. Garcia sert Baldé, Busquets vient apporter une solution, le milieu de Bilbao monte sur lui et délaisse un peu l'axe du coup, son collègue vient prendre Gavi. Baldé qui hier soir a été d'ailleurs très bon dans ses relances, hein, pas uniquement dans ses projections, ça c'est un bon point à préciser. Sert Pedri donc qui s'est démarqué en rentrant dans l'axe, Gavi déclenche son appel direct plein axe, ce qui attire aussi les deux défenseurs. Pedri, comme souvent, cherche la diagonale pour Dembélé qui est seul. Dembélé aurait pu servir Pedri à ce moment-là. Dommage, on aurait crié au génie, j'ai envie de dire, parce que c'est une passe à la Messi, on va dire. Mais il préfère tenter sa chance, qui est pas mal non plus, les gars. C'est pas mal. Il faut tenter. On ne tente pas assez, on le fait trop rarement. Et là, Dembélé tente, c'est bien. Le gardien repousse le ballon qui arrive sur Lewandowski, donc qui s'est fait oublier. Et là, on va mettre un but que je ne pensais pas qu'on pouvait mettre contre cette équipe. Simplement, qui domine dans le jeu aérien, on va dire, surtout Inigo Martinez. Dembélé fait l'appel, Lewandowski le sert parfaitement. But de la tête, les gars, 1-0. Sur le deuxième but, encore une relance depuis la défense. Garcia cherche long sur Lewandowski qui est pris par le défenseur. Dommage pour eux, ça désorganise leur défense et le Barça va en profiter, on va dire. Busquets est bien placé et lance donc Sergi Robertinho qui va se projeter à l'assaut. Roberto trouve Dembélé en relais qui va le servir en profondeur entre les deux joueurs. Roberto se projette donc dans l'espace vide laissé par Inigo qui compensait un peu l'absence aussi du défenseur qui était sorti sur Lewandowski et le latéral prenait donc Dembélé. Roberto prend sa chance et ose. Et quand on provoque la chance, les gars, et qu'on ose un petit peu, ça peut marcher. Et là, ça fait 2-0, c'est parfait. Sur le troisième but, l'action part encore une fois de la défense. Frenkie redescend apporter son soutien à Garcia. Koundé est assez haut et redescend. Là, Frenkie va faire quelque chose qui peut paraître peut-être simple, mais qui pour moi est une action très belle. Hein, je sais pas. Mais en vrai, il va nous faire une Busquets. Mais bon, voilà. Oui, je sais, les gars. C'est bon, j'ai compris. Mais en vrai, c'est ce que fait souvent Busquets. C'est ce qu'a fait souvent Busquets dans sa carrière. C'est un peu, pas sa marque de fabrique, mais c'est un petit peu sa botte secrète, on va dire. Il ouvre son corps pour faire semblant de la donner à Garcia et au dernier moment il sert Koundé qui est complètement libre. Au passage il attire d'ailleurs Frenkie il attire 3 joueurs à lui tout seul. Koundé avance et regarde loin. Intéressant aussi de regarder toujours très loin. On voit Gavi qui déclenche son appel dans la profondeur, c'est qui attire les deux défenseurs encore une fois. Lewandowski revient aussi pour demander le ballon. La course de Gavi a donné une petite marge en plus à Dembélé et les petits détails les gars comme vous le savez font souvent la différence. Dembélé contrôle et fusille le latéral, il n'y a plus personne. Enfin, déclenche sa course tellement rapidement, il l'éteint. Encore une fois Gavi avec son appel attire Yeray et empêche un peu Inigo aussi de monter rapidement en tout cas sur Dembélé. Lewandowski est donc libre, vu que Yeray, lui, il a suivi Gavi, et De Marcos est obligé de compenser, ce qui libère d'ailleurs Pedri au passage. Lewandowski fait après la différence à lui tout seul hein, sur son contrôle, les gars, et il fusille à son tour le gardien, ça fait 3-0. En deuxième mi-temps, on a continué à jouer notre jeu, hein, tout simplement, Baldé encore haut sur le terrain, Pedri toujours au milieu. Cette fois-ci, comme je le disais en début de vidéo, Frenkie laisse le milieu pour se projeter plein axe,
en deuxième attaquant. Dembélé aurait pu le servir, en vrai, dommage, parce que Frenkie, on le sait, il aurait pu marquer un but de la tête, hein, il est assez puissant, il est assez adroit, on va dire, devant le but. Frenkie attire 3 joueurs encore à lui tout seul, ce qui libère complètement Pedri à l'entrée de la surface. Pedri essaie de servir Baldé, mais la passe est un peu trop longue, bref. C'était surtout pour vous montrer un peu, encore une fois, l'animation. Autre action, cette fois-ci, l'équipe vient presser haut. Comme on l'a vu souvent contre Villarreal, Roberto vient presser haut le latéral adverse. Donc Roberto Carlos met plus d'engagement et il est premier sur le ballon tout simplement. Comme souvent hier, il se projette dans la surface et Dembélé le sort en une touche. Voilà, Dembouz, c'est ça qu'on lui demande. C'est ça qu'on demande tout simplement. Un jeu en une touche, un jeu en première intention comme ça, qui apporte de la vitesse dans le jeu tout simplement. Et c'est ce qu'il a souvent cherché hier soir d'ailleurs. Pedri fait l'appel au second poteau, Roberto essaie de le servir, malheureusement ça finit sur le poteau, mais bel exemple de pressing et d'action rapide en une touche de balle. Dernier exemple avant le dernier but, le Barça a le ballon sur le côté droit, Pedri rentre dans l'axe pour libérer le couloir à Baldé, encore une fois. Frenkie reçoit le ballon et Pedri fait signe de la donner à Baldé, qui fait lui aussi l'appel. Frenkie préfère jouer le court sur Kessié, qui la donne lui à Koundé, donc qui redescend en défense. Encore une fois, Frenkie, lui, là, il aurait pu jouer long. Il aurait pu jouer long, franchement. Il l'a fait de temps en temps hier, donc ça, je le note, c'est bien. Mais dans ce cas-là, là, il fallait renverser le jeu. Il faut renverser le jeu pour Baldé. Frenkie a les qualités pour le faire. Mais là, il reste trop dans le confort. Et c'est ça que je reproche un peu à Frenkie encore. Sur le 4ème but, donc l'action part de Baldé sur la gauche. Ferran revient en soutien. Cette fois-ci, Frenkie est en 6 alors que c'était Busquets qui était redescendu pour aider à la relance. Ferran revient et sert Frenkie qui est libre dans l'axe. Dembélé est à l'opposé et Frenkie le sert à la limite du hors-jeu. Roberto continue sa course dans le demi-espace comme souvent hier. En dessous fait l'appel au second poteau alors que Ferran fait son appel plein axe. Roberto stoppe un peu sa course, on va dire, à l'entrée de la surface alors que Ferran lui continue. Ira il stoppe sa course lui pour mettre hors-jeu Ferran, mais malheureusement c'est assez mal joué parce que il est complètement seul. Dembélé sert parfaitement Ferran qui contrôle difficilement la balle, peu importe. Il frappe la pelota pour mettre le 4ème but de la soirée, son 2ème en 3 matchs d'ailleurs. C'est bien pour le joueur et sa confiance, c'est bien pour l'équipe, on est tous contents. Donc on va passer maintenant les gars aux questions-réponses sur Instagram. Je vous remercie encore tous d'avoir participé. On commence par Nordine Moubarid qui dit « Hola café, Kessié, j'ai un peu de mal, je le trouve trop limité techniquement, dommage. » Hola Nordine, soyons patients les amis, soyons patients tout simplement. J'ai envie de dire, il faut... Kessié, il manque de rythme. Et puis, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Déjà, le fait qu'il manque de rythme, je l'ai dit, je l'ai répété, Kessié, il arrive du championnat italien qui n'a rien à voir avec le championnat espagnol déjà, de base. Il a joué d'une façon à Milan qui n'a rien à voir avec la façon dont joue le Barça et la façon dont joue Xavi en plus de ça, parce que le Barça jouait d'une certaine façon avec Koeman et le Barça joue d'une bien autre façon avec Xavi. Donc encore une fois, c'est différent, c'est un jeu qui n'a rien à voir. Donc moi ce que je dis c'est soyons patients, tout simplement. Comme je l'ai dit, quand Kessié est arrivé, c'est un profil qu'on n'a pas dans l'équipe, donc c'est évidemment c'est un profil qu'on ne peut pas utiliser tout le temps aussi. Voilà, peu importe ce qu'on en pense les gars, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui veulent voir Kessié titulaire, mais pour moi, dans cette équipe, Kessié ne peut pas être titulaire en soi, parce que c'est un profil différent, c'est un profil assez atypique on va dire. C'est un profil que le Barça n'utilise pas forcément souvent. Donc c'est un gars qui sera pas peut-être pas forcément tout le temps titulaire, peut-être pas souvent, mais c'est un profil intéressant et dont on aura besoin, tout simplement. Je pense que voilà, pour l'instant il manque de rythme, et effectivement, c'est pas un profil très technique. Kessié pour moi, c'est pas un profil très offensif ni très technique, mais il peut avoir son importance dans cette équipe-là. Et puis toujours les gars, il a une mentalité magnifique, c'est tout. Il a une mentalité de chef, de président, c'est tout. La dernière fois contre Villarreal, on a vu que tout le monde est rentré au vestiaire après le match. Tout le monde est rentré au vestiaire, tout ça, même après, parce que souvent après les matchs, les gars, ceux qui rentrent en cours de match, qui ont quelques minutes, ou ceux qui ne rentrent pas, ceux qui restent sur le banc, ils vont faire un petit échauffement, un petit entraînement assez intense pour essayer de garder un peu le rythme. Et quand tous ses collègues sont rentrés au vestiaire, pour se changer, pour prendre la douche, tout ce que tu veux, le Kessié, il est resté sur le terrain encore. Il est resté sur le terrain pour s'entraîner, tout seul. Et ça, c'est une mentalité que je veux voir, tout simplement, dans l'équipe. Donc, effectivement, il ne joue pas assez. Effectivement, il a un peu de mal depuis le début de la saison, depuis qu'il joue, tout ça, parce que voilà, c'est compliqué. Pour moi, c'est dû à son manque de rythme et son adaptation. Mais avec la mentalité qu'il montre, voilà, moi, je suis satisfait du joueur. Je suis satisfait. Avec quand il prendra plus de rythme et il sera un peu plus à l'aise dans le système, ça ira beaucoup mieux. Et on verra un Kessié un peu plus beau, on va dire, sur le terrain. Ensuite, question de Rima qui dit « Fati ne confirme toujours pas, est-ce qu'on doit s'inquiéter ?» C'est vrai que Fati, son entrée elle est difficile hier.
Mais on peut pas dire Fati, voilà, est-ce qu'on doit s'inquiéter, sachant que contre Villarreal, il a sorti un bon match, et il a marqué son but. Voilà, c'est mitigé. Le problème de Fati, c'est qu'il n'est pas assez régulier. Après, vous avez sûrement entendu un peu la rumeur. Je sais pas si c'est vrai, ça, parce que souvent, les gars, on s'enflamme beaucoup. Les infos sortent, les médias sortent beaucoup d'infos comme ça, qui sortent de nulle part. Alors, du coup, tout le monde s'enflamme sur Fati. Ouais, c'est quoi ce bordel? Il ose demander plus de temps de jeu, mais il se prend pour qui, machin. Dosons, parce que ça se trouve c'est pas vrai cette info, donc du coup voilà. Mais si c'est vrai que bon, Fati, frère, il faut lui laisser du temps, tout simplement. Il faut qu'il prenne le temps, il faut qu'il soit patient lui aussi. Faut que les supporters soient patients avec Fati, mais il faut que lui-même soit patient, parce que pour le moment de ce qu'il a montré et la confiance qu'il montre sur le terrain, il mérite pas forcément d'être titulaire. Tu vois, dans le temps, s'il reprend un peu la confiance, s'il prend le rythme et tout ça, il pourra être titulaire, évidemment, indiscutable. Si on a un grand Ansu Fati, il sera titulaire à gauche, un Dembélé à droite pour moi et un Lewandowski dans l'axe, à voir avec Rafinha, la rotation et Ferran Torres à gauche. Mais pour le moment, de ce qu'il a montré, voilà, il peut pas être titulaire. Après, est-ce qu'il faut s'inquiéter vraiment pour le joueur? Je pense pas. Pour moi, c'est toujours un problème de confiance, Fati. Faut qu'il engrange des minutes, tout simplement. Ça viendra. Pour moi, ça viendra. Si c'est pas un problème physique et c'est que un problème de confiance, il faut qu'il se remette en confiance et qu'il rentre, qu'il fasse des bonnes rentrées, des bouts de match. Le fait qu'il rentre contre des équipes aussi, on va dire en fin de match, qu'il rentre contre des équipes qui sont un peu plus fatiguées, voilà, qui sont physiquement un peu plus touchées par le match, c'est mieux aussi pour lui. C'est ça qu'il se rend peut-être pas compte. Mais mettre Ansu Fati titulaire contre Bilbao, qui sont des assassins, des bouchers, hein, Bilbao les gars, qu'on se le dise. Là hier ça allait à peu près, mais historiquement on le sait, les matchs entre Bilbao, c'est des boucheries. Et mettre Ansu Fati titulaire, moi j'étais pas pour. Moi j'avais mis Ferran Torres parce que justement j'avais peur pour Ansu Fati et que physiquement il y arrive pas parce que les mecs c'est des bouchers tout simplement. Faut qu'il soit patient, faut que les supporters aussi le soient un petit peu, ça va venir. Ensuite on a Saint-Pierre qui dit: frère, tu penses quoi de ce système? Tu ne penses pas que Fati ou Ferran doivent démarrer mercredi? Alors moi je pense que ce système là les gars, beaucoup s'inquiètent, j'ai l'impression, enfin beaucoup, peut-être pas, mais j'ai cette petite impression de personnes, de supporters qui étaient inquiets, non, comment on joue, faut pas jouer comme ça. Les gars, c'était que pour ce match-là. Regardez, le match, c'était, je l'ai dit en début de vidéo, c'était quasiment le même système qu'on a vu contre la Real Sociedad en début de saison où on est allé gagner à l'extérieur et l'équipe était à la ramasse. L'équipe était à la ramasse parce qu'on jouait à 3 derrière, on avait un Baldé très offensif qui jouait ailier et on avait un milieu à 4, sauf qu'au lieu d'avoir Busquets et Frenkie en double pivot, Busquets était suspendu, donc on avait un Frenkie et un Pedri en double pivot et un Gavi et un Ferran Torres en milieu intérieur. Donc c'était assez spécial, ça n'avait pas très bien fonctionné. On avait eu beaucoup de mal, mais pourquoi à votre avis? Parce que Pedri est pas aussi à l'aise en bas, parce que Ferran Torres était peut-être en manque de confiance à ce moment-là et il n'était pas forcément à l'aise dans ce poste de milieu intérieur. Pedri est plus à l'aise et Busquets est plus à l'aise en bas et Frenkie est plus à l'aise avec Busquets, tu vois. Donc pour moi le système là que Xavi a mis hier, il était parfait, c'était une masterclass. Concrètement, pour moi, c'est une masterclass ce que nous a sorti Xavi. Donc c'est pour ça que les critiques, j'en ai parlé en début de vidéo, je les comprends pas. Je les comprends pas les critiques parce que je suis fatigué, parce que Xavi nous a sorti tout simplement une masterclass. Il a éteint Bilbao. Bilbao c'était une équipe très dangereuse avant le match et ils ont joué contre nous, ils ont rien pu faire parce qu'on a eu la supériorité au milieu, parce que Baldé a eu le couloir à lui tout seul et qu'il a percuté, il a mis le feu, au couloir. Évidemment, si Baldé avait pas sorti un grand match et qu'il avait pas été dans son match, ça aurait pas marché. Ce truc là, parce que cette composition, cette animation on va dire plutôt, ce système de jeu, ça reposait beaucoup sur la percussion de Baldé et voilà, le fait que Pedri rentre au milieu. Donc ok, on avait la supériorité au milieu, mais si Baldé avait pas été percutant sur son couloir, ça aurait été un peu différent. Donc voilà, tout ça pour dire que ce système là, il a été utile contre Bilbao. Ça veut pas dire qu'on va jouer tout le temps comme ça les gars, absolument pas. Donc faut pas s'inquiéter là-dessus, s'il y a des inquiétudes. Après, pour mercredi, je pense que oui, Ferran Torres ou Ansu Fati sera titulaire. Je pense même plus Ferran Torres, vu les derniers matchs, vu Ferran le retour en confiance. Après, comme je l'ai dit, Ferran Torres est un peu plus à l'aise pour moi dans l'axe de ce qu'on voit, franchement. Il a des bons déplacements, tout ça, faut pas qu'il aille dribbler en 1 contre 1. Mais si on a un Baldé contre le Bayern qui vient jouer assez haut dans le couloir et un Ferran Torres qui rentre dans l'axe, ça peut être intéressant. Question de Oussama maintenant, j'ai trouvé que Xavi a mis la même formation que mettait Valverde en 2018. Alors frère, j'ai pas compris trop cette question, je l'ai mise là, c'est pas pour me moquer, hein, mais en quoi c'est le
comparable. Absolument pas. Valverde, lui, alors si tu penses qu'on a joué en 4-4-2, je sais pas ce que tu as cru voir hier, mais c'était pas du tout ça. Valverde, lui, en 2018, si je me souviens bien, après peut-être que je me trompe, mais on jouait souvent en 4-4-2, avec Coutinho, avec un milieu en losange. On avait une sorte de milieu en losange et 2 attaquants. Peut-être, je crois que c'était Messi et Suarez en attaque, avec Coutinho peut-être en 10, ou même des fois Arturo Vidal, enfin bref, c'était... Franchement, c'était dégueulasse. Mais du coup, je vois pas en quoi on joue pareil que Valverde. On joue absolument pas de la même façon. Là, ce qu'on a vu hier, c'est plus un Xavi comme il jouait au Qatar, avec son équipe à Al Sadd. C'est plus ça qu'on a vu. Dernière question de Enzo Glina qui dit Baldé doit être titulaire indiscutable. Évidemment, Baldé monte en puissance, Baldé est phénoménal. Baldé est un phénomène, mais Baldé a été phénoménal. Déjà, Baldé, on voit la progression. Moi, souvent, ce que je reprochais un peu à Baldé, c'est sa participation au jeu. Parce que, évidemment, qu'il a des qualités de vitesse phénoménal. Il a une qualité de percussion vraiment hors du commun, on va dire, qui fait des différences, hein, tout simplement. Je dis pas que c'est le meilleur joueur de tous les temps, je dis juste que il a une vitesse, une vélocité, une accélération de malade. De malade mental. Le gars, il accélère. Hier, on voyait des accélérations. Enfin, en même pas une seconde, il avait pris 3 mètres déjà. Il va hyper vite, le gars. Donc ça, c'est des qualités qui font vraiment des différences. Maintenant, moi, ce que je trouvais un peu moins bien chez lui, c'est sa participation au jeu et ses qualités de relance. Il était moins à l'aise dans la relance. On voyait qu'il était un peu plus prudent. Souvent, il dégageait les ballons. Il n'était pas à l'aise. Après, effectivement, on a vu un Baldé bien différent dans le Classico, contre le Real Madrid et contre Bilbao. Évidemment, on n'a pas vu le même Baldé. C'est pas la même équipe, tout ça. Mais en attendant, sur ce match-là, ça reste quand même un match dur contre Bilbao, une équipe qui est assez agressive, tout ça. Il avait un match quand même, les gars, pas facile à jouer parce que en face de lui, il avait quand même un des meilleurs ailiers de la Liga, qui est Nico Williams, un mec hyper percutant, hyper rapide, et il l'a éteint complètement. Défensivement, il nous a sorti une masterclass, Baldé, et offensivement, il a été percutant, mais de fou. Il est passé dans des petits espaces entre 2 joueurs, tout ça, ça passait, c'était magnifique. C'était magnifique. En plus de ça, les relances, comme j'ai dit, voilà, il est de plus en plus à l'aise, et il a réussi ses relances, que ça soit des relances longues ou courtes, sous pression et tout, il était vraiment souvent bloqué, pressé par Nico Williams sur la touche, et il arrivait quand même à relancer assez propre. Et ça, c'est un bon point. Donc Baldé titulaire indiscutable, évidemment que oui. Après, comme je le dis souvent, il faut, on a beaucoup de joueurs dans l'équipe, il faut se servir de tout le monde. Voilà, il faut le fait que Baldé ait soufflé contre Villarreal a peut-être aidé à ce qu'il sorte un match monstrueux hier. Il faut faire des rotations, mais le titulaire pour moi à gauche, évidemment le joueur le plus fort en latéral gauche, c'est Baldé. Il y a pas photo. J'ai vu aussi sur Twitter des réflexions là-dessus et je suis plutôt d'accord. Effectivement, on a Baldé qui devient vraiment monstrueux et c'est que le début de saison, les gars. Il a encore toute la saison pour développer un peu plus son jeu, s'améliorer dans plusieurs domaines. Mais on commence à avoir un arrière gauche peut-être titulaire pour la saison prochaine. Et du coup, le mercato prochain, de l'été prochain, quoi, on n'aura peut-être pas besoin du coup d'aller chercher un latéral gauche, tu vois. Parce qu'on aura déjà Baldé en titulaire et peut-être Alonso en doublure. Et Jordi Alba qui sera parti aux Caraïbes en vacances, je ne sais pas. Et du coup, on aura pas vraiment besoin de pourvoir ce poste, mais on va plus pouvoir se concentrer sur le poste de latéral droit, par exemple, qui va être plus complexe. Et d'autres postes. Mais bon, bref, on va pas parler du mercato, mais voilà. Donc Baldé titulaire indiscutable, effectivement. J'espère le voir contre Bayern, j'espère qu'on fera un grand match, les gars. Je pense que je vais m'arrêter là, j'ai fait le tour de toute façon. On se retrouve donc demain pour l'avant-match contre le Bayern. On se retrouve aussi mercredi pour l'avant-match en live. Je le ferai sur YouTube cette fois-ci, je pense. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée, les amis. Portez-vous bien. Ciao.